Bonjour tout le monde, good morning. Bienvenue dans ce nouveau vlog de ce road trip en Alsace. Regardez, le soleil est sorti et il fait ciel bleu. Il va faire trop beau aujourd'hui, c'est trop cool. On se retrouve aujourd'hui pour une journée vraiment trop chouette. Ce matin, on va aller à... Attendez que je sorte le petit truc. Je me réjouis trop. On va faire ça ce matin. On va aller visiter le palais du pain d'épices. Depuis 1768, la maison Furtwängler incarne l'esprit du pain d'épices alsacien. Un savoir-faire qui se découvre à Gerdwiller et qui se déguste plus que jamais dans l'ensemble de nos boutiques. Je sais que c'est un peu tôt pour faire ça. Il est genre 9 h du mat. Ce matin, je me suis préparée dans ma magnifique cup Starbucks. Un thé noir saveur citron. Oh là là, ça sentait déjà trop bon quand je le préparais. Bon, il n'est pas super bien tiré. En même temps, c'est le système D avec l'eau chaude du robinet. Hier soir, j'ai regardé Koh Lanta. Je sais pas si vous suivez encore Koh Lanta, mais moi, ça faisait des années que je n'avais pas suivi. Et depuis que je suis retournée chez mes parents, du coup, on suit cette série et on rigole trop. Surtout avec le Suisse Gusti. Non mais... Franchement, son accent, même nous, mais il nous fait trop rire son accent. Dites-moi, pour ceux qui regardent Koh Lanta, est-ce que j'ai le même accent que lui? Non, dites-moi que non. Vous arriverez à destination à 9 h 24. Parfait, merci chef. Je viens d'arriver et regardez, la boutique et le musée est juste en face. Oh là là. Regardez ça, si c'est pas mignon. Avec les grosses peluches comme ça. Yeah. Donc j'imagine que ça, c'est la visite. Et après, on a à côté la... Comment ça s'appelle? La boutique. En Alsace, le pain d'épices apparaît dans les textes en 1412, dans un manuscrit de l'hôpital de Strasbourg. Pour la fête de Noël, il faut donner un grand pain d'épices ou 2 petits à chaque malade lépreux. D'emblée, apparaît la symbolique du pain d'épices comme cadeau de Noël. C'est aussi au XVe siècle que nous vient la plus ancienne recette énoncée dans un manuscrit de Strasbourg. Pour 8 livres de farine, 1 mesure de miel, 64 g de cannelle, 16 g de girofle, 16 g de gingembre et 16 d'anis. La pâte ainsi obtenue est tassée dans des moules en bois de fruitier, de buis ou encore de terre cuite qui imprimaient des figures et des formes diverses, thèmes religieux ou profanes. En 1801, on recensait 5 fabriques à Strasbourg, 5 à Bar, 3 à Gerdwiller, 1 à Sélestat. Progressivement, Gerdwiller allait devenir le seul dépositaire de la tradition alsacienne du pain d'épices. Au Moyen-Âge, les Alsaciens accordaient au pain d'épices des vertus répulsives contre les démons et les sorcières grâce à sa teneur en miel. Ainsi, pour tenir à l'écart sorcières, démons et revenants, il convient de leur offrir des pains d'épices. Les plus redoutables de ces personnages mythiques sont Frau Berchta, la filleule qui conduit les enfants morts-nés ou décédés sans baptême dans une errance sans fin. Quand la tempête fait rage, la grand-mère dit aux enfants « Mes enfants, entendez-vous ces pleurs, ces hurlements et ces gémissements? C'est le chasseur sauvage qui passe avec sa horde damnée. » On s'empresse alors de disposer un pain d'épices sur le seuil de la porte d'entrée. À midi, je suis rentrée ici, j'ai pique-niqué à l'hôtel dans l'espace commun. J'ai discuté un petit peu avec le propriétaire de l'hôtel et c'était vraiment intéressant. En plus, il m'a donné des conseils de choses à faire quand j'irai à Strasbourg. Hier, j'avais utilisé ce sac à dos pour la journée. Et vous savez, c'est un sac à dos qui se clip, qui s'attache à la taille. Mais en fait, même avec ça, j'avais quand même, ça me tirait quand même dans les épaules.
Donc en fait je me dis qu'un sac à dos pour la journée, en fait c'est pas l'idéal du tout pour moi, pour mes trapèzes et mes épaules. Du coup je suis en train de me dire qu'un sac comme ça, que je peux prendre comme ça, et du coup ça serait mieux pour moi. Je sais pas combien de temps j'ai de marche jusqu'à Obernai. Je pense que ça devrait pas être très très long. En plus, vu de ma chambre, je vois des espèces de... Comment on appelle ça? Des espèces de pics? De tours, voilà, de tours. Un quart d'heure de marche. Tranquille. Je suis passée à l'office du tourisme d'Obernai et du coup j'ai pris un plan de la ville où du coup il y a un sentier à faire. Donc le rose, elle m'a dit que ça durait à peu près 1 heure et après elle m'a dit que le chemin des remparts durait à peu près une demi-heure, donc 1h30 de visite à peu près. Bon en tout cas déjà de ce que j'ai vu ça a l'air vraiment trop chou et vraiment trop beau. Bon allez, on se lance. Obernai a une histoire riche qui remonte également à l'époque romaine. Et c'est aussi au Moyen-Âge qu'elle connaît son véritable essor. Au XIIIe siècle, elle devient une ville libre du Saint-Empire romain germanique et un membre de la Décapole, une alliance de 10 villes alsaciennes pour leur défense mutuelle. Grâce à sa position stratégique et à ses remparts, Obernai devient un centre commercial et artisanal important. La ville a aussi un riche patrimoine religieux, avec des édifices comme l'église Saint-Pierre et Paul, bâtie au XIXe siècle sur les vestiges d'une église médiévale. Obernai est également renommé pour son rôle dans la viticulture alsacienne, notamment avec la production de vins réputés. Aujourd'hui est la terre de nombreux visiteurs pour son architecture traditionnelle alsacienne, ses festivals culturels et son marché de Noël. Ça fait déjà presque 1 heure que je suis rentrée et avec le soleil, je me suis genre allongée ici. J'ai écouté des vidéos YouTube et j'ai pris le soleil pendant genre 45 minutes et ça fait trop du bien. Oh, ça fait vraiment trop du bien. Les dattes fraîches comme ça. Non mais c'est un délice. Oh mais ces cheveux électriques. Ce matin quand je suis sortie du musée du pain d'épices, ils proposaient des petits... ils proposaient des petites... comment on peut dire ça? Je vais les mettre sur ma main en fait, ça sera plus simple. Là voilà. Et du coup j'ai pris un de chaque pour tester. Après la visite il y avait du coup la boutique où tu pouvais acheter tous ces trucs et puis encore plein d'autres choses par rapport au pain d'épices. Mais le truc c'est qu'il y avait tellement de choses et c'était tellement coloré, il y avait tellement trop. Genre vous voyez les magasins où c'est genre le bazar, où c'est blindé, où chaque petit espace est utilisé, du coup c'était ça. Et moi dans ces espaces là, déjà pour moi ça fait cheap. Et de deux, il y a tellement trop d'informations que du coup je sais plus quoi prendre. Du coup j'ai rien acheté. Alors le premier c'est celui-là. Ça sent quelque chose que je connais mais... ça sent des fruits confits. Ça ressemble à un gâteau que j'ai déjà mangé. Mais je ne saurais plus. Mais c'est quoi que je sens? J'arrive pas à dire. Ensuite on a celui-là enrobé de chocolat. Ça sent vraiment le chocolat noir. Ouh, c'est tout mou. J'imagine que dedans ça doit être... genre une pâte, mais c'est vraiment très bon. Ensuite on a celui-là, ça sent rien. Il est très sucré, j'ai l'impression que c'est très chimique. Et puis d'ailleurs quand je voulais acheter des trucs dans la boutique, quand je retournais le paquet et que je voyais la composition, en fait ça m'a pas du tout envie d'acheter. Parce qu'il y avait
beaucoup d'ingrédients et il y avait surtout énormément de E. Du coup ça m'a donné encore moins envie d'acheter quelque chose. Et le dernier c'est celui-là. C'est un petit sapin de Noël. Mais c'est moi ou il n'y a pas de goût sur ces trucs? Pour être sincère avec vous, je suis un petit peu déçue. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de goût. Donc ça me conforte dans mon idée que je n'ai rien acheté. Il y a un truc qui me tourbillonne l'esprit depuis que je suis arrivée ici. En face de mon hôtel, il y a une boulangerie qui s'appelle comment? Qui s'appelle l'Atelier. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, peu importe, quand je regarde par la fenêtre, il y a toujours quelqu'un qui rentre dans cette boulangerie. Ou alors qui en ressort. Ah vous voyez là typiquement, il y a deux messieurs qui rentrent. Et quand je suis revenue de ma balade d'Aubernais, je suis passée pour voir pour quelles raisons c'est comme ça réputé, pourquoi il y a autant de monde. Et effectivement, dedans, c'est vraiment super bien agencé, c'est beau, ça donne envie de tout manger. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait également des petits endroits où tu pouvais t'installer. Je vais aller faire du montage maintenant, là. J'ai trop envie de me prendre un café. À cette heure, c'est absolument pas une bonne idée, mais je vais quand même leur demander s'ils ont genre du déca. Je vais terminer cette journée par vous conter un conte merveilleux d'Alsace qui est en rapport avec cette région parce que pas loin d'ici il y a le mont Odile et aujourd'hui je vais vous conter le conte La légende de Sainte-Odile avec Camilou. Installez-vous confortablement et on se lance. On peut dire sans exagération que le duc d'Alsace, Aldric, était une brute. Même en tenant compte du fait qu'au 7e siècle, les mœurs n'étaient pas toujours les plus suaves. Ce colosse terrorisait tout le monde, y compris son épouse. Quand celle-ci mit au monde leur premier enfant, leur fille, et aveugle de surcroît, le duc entra dans une colère terrible. Il voulut tuer le bébé, qui ne dut son salut qu'à une ruse de sa mère. Elle le confia dans le plus grand des secrets, à l'une de ses anciennes servantes, afin qu'elle l'élève. Hélas, la petite fille n'était pas vraiment à l'abri des fureurs de son père, et on l'envoya bientôt, pour davantage de sûreté, auprès de sa tante maternelle. Dans un couvent situé près de Besançon, elle y grandit, entourée de l'affection des nonnes, mais triste d'être éloignée de ses parents. Or un jour, saint Évérard, alors qu'il évangélisait la Bavière, entendit une voix lui ordonnant de se rendre dans ce lointain monastère, afin d'y baptiser la fille aveugle du nom d'Odile, ce qui signifie « fille de la lumière ». C'est évidemment ce qu'il fit. Au moment où l'eau du baptême toucha les yeux de l'enfant, elle fut miraculeusement guérie de sa cécité, à la grande joie de tous. Les années passèrent. Odile devint une très belle demoiselle, pieuse et bonne, quoique souvent mélancolique. Elle rêvait de rejoindre sa famille et de connaître enfin ses 4 frères et sa sœur, qui étaient nés au fil du temps. Elle écrivit donc à Hugues, la plus jeune d'entre eux, réputée pour son caractère aimable, et sans en parler à leur père, ils organisèrent avec leur mère son retour du château du Hohenbourg. Lorsqu'elle apparut, le duc, charmé, admira sa grâce et la modestie de son maintien. Elle voulut savoir qui elle était. Hugues, alors, le lui révéla. Apprenant qu'on avait tenté de se jouer de lui, le seigneur abattit son bâton sur son fils. Le coup fut si terrible que l'infortuné jeune homme en perdit la vie. Adalric, réalisant l'horreur de son geste, se jeta aux pieds d'Odile, implorant son pardon et la suppliant de prier pour lui. Elle s'installa au château, où bientôt
de nombreux prétendants vinrent la courtiser. Le duc avait pour elle le projet d'un beau mariage, mais la jeune fille voulait consacrer son existence à Dieu. À la suite de l'un des terribles colères de son père, qui voulait la forcer à épouser l'un de ses amis, elle s'enfuit par une porte dérobée, déguisée en mendiante. Quand il comprit qu'elle avait quitté les lieux, Adalric partit à sa recherche avec ses hommes. Ils la retrouvèrent dans la forêt, près de Fribourg-en-Brisgau. Elle avait réussi à traverser le Rhin sur une barque de pêcheurs. Elle se retrouva acculée, tremblante, adossée à un rocher, voyant venir vers elle les cavaliers furieux menés par son père, et crut sa dernière heure arrivée. Elle pria le Seigneur, et la pierre s'ouvrit, lui offrant un abri, avant de se refermer sur elle. Voyant cela, le duc tomba à genoux, et jura de ne plus contrarier sa vocation. Elle fut alors libérée du rocher, et rentra avec lui au château, qu'on lui permit de transformer en abbé. Elle y accueillit bientôt plus d'une centaine de jeunes filles, qui voulaient la rejoindre, et veilla sur sa communauté avec bonté. Elle ne s'accordait aucun confort. On raconte qu'elle dormait à même la pierre, avec pour toute couverture une peau d'ours, et que sa seule préoccupation était de prendre soin des pauvres et des malades. Un jour, un lépreux arriva à la porte du cloître. Personne n'osait l'approcher. Il faisait peur à voir, et on craignait la contagion. L'abbesse elle-même vint le nourrir et le réconforter, et quand elle embrassa son front, le pauvre homme fut guéri de son mal. Un autre jour, elle trouva un malheureux, étendu sans connaissance dans les bois. Il avait épuisé ses forces avant d'avoir pu atteindre le monastère. Près de lui, accroupi, se tenait son fils, qui était aveugle. Odile frappa alors le rocher et fit jaillir une source, grâce à l'eau de laquelle elle put ranimer l'homme et rendre la vue à son enfant. C'est peut-être à ce moment qu'elle se dit que son abbé, si haut placé dans la montagne, n'était pas accessible à tous, et qu'elle devait faire construire un hôpital plus bas, dans la vallée. Quotidiennement, sans ménager sa peine, elle allait donc d'une bâtisse à l'autre, répandant ses bienfaits auprès de ceux qui avaient besoin d'elle. Ses parents étaient venus la rejoindre, et ils moururent, l'un après l'autre, entre les murs de leur ancienne demeure. Odile était fortement tourmentée par le fait que l'âme de son père, qui avait eu une existence si peu chrétienne, devait être au purgatoire. Elle avait tout pardonné à cet homme brutal, et elle décida de prier pour lui, jusqu'à ce que l'Éternel, lui aussi, pardonne ses péchés. Elle se rendit alors, tous les jours, dans un oratoire. Elle ne cessa ses supplications que quand une voix lui révéla que son père avait pu rejoindre le paradis. On dit que les genoux et les pleurs d'Odile avaient fini par creuser la roche. C'est pourquoi on appelle aujourd'hui cet endroit la chapelle des larmes. Quand, après une longue vie, son heure fut venue, elle en fut avertie par le ciel. Elle s'éteignit doucement, paisiblement, et lorsqu'elle rendit l'âme, un parfum très doux envahit le monastère. Telle fut, d'après ce que l'on raconte, la vie de sainte Odile, la patronne de l'Alsace.